Salut! Aujourd'hui, nous partons au Venezuela, l'un des pays les plus dangereux du monde. Près de 90% des crimes restent impunis et dans notre affaire, grâce à une forte médiatisation, justice a pu en partie être rendue. Je ne vous en dis pas plus, donc je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Angela commence maintenant. Angela est née en 2002 au Venezuela et plus précisément dans l'état de Bolivar. Elle grandit heureuse dans une famille aimante entourée de son père Angel Daniel, de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs. Elle était très proche de sa sœur Nathalie. Elles avaient seulement 2 ans d'écart et les 2 sœurs partageaient tout. Elles avaient également un petit frère de 6 ans, son cadet. Le papa d'Angela était ingénieur, il travaillait dans une entreprise d'État et sa maman était coiffeuse. Elle a ouvert un petit salon de coiffure à domicile et Angela, qui était passionnée d'esthétisme, prenait beaucoup de plaisir à aider sa maman dans son travail. La famille vivait donc heureuse au Venezuela au sein d'un quartier populaire de la ville de San Félix. Les parents d'Angela avaient toujours eu à cœur de bien éduquer leurs enfants. Vivant dans un pays extrêmement dangereux, ils avaient conscience que pour une fille, il fallait être prudent. En effet, plus de 45,6 morts violentes pour 100 000 habitants, ce qui représente 7 fois la moyenne mondiale, le Venezuela est reconnu comme l'un des pays les plus dangereux du monde. Le Venezuela, comme beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, est parasité à la fois par des voyous du haut et des voyous du bas. Entre trafic de drogue, extorsion, enlèvement, le pays est également gangréné par la corruption et une mauvaise gestion de l'État. Et comme c'est souvent le cas, ce qui trinque le plus, ce sont le peuple. Les petits gens et les parents d'Angela en avaient bien conscience. Aussi, ils étaient assez stricts sur les endroits que fréquentait leur fille. Ils voulaient toujours savoir où est-ce qu'elle allait, avec qui elle était. Angela, elle était une jeune fille de son âge, elle avait 16 ans et n'avait pas vraiment conscience des dangers qui peuvent peser sur une jeune fille dans ce genre de pays. Elle était éprise de liberté, de nouvelles rencontres. Ce qu'elle voulait, c'était de sortir avec ses amis, vivre des expériences et comme toutes les jeunes filles de son âge et ce peu importe le lieu géographique, elle était assez frustrée des contraintes que lui imposaient ses parents. Concernant sa liberté, elle étudiait au lycée de San Félix et elle était connue pour être très sociable, affectueuse et extravertie. Elle avait un grand sens de l'humour, elle aimait rire et allait facilement vers les autres. Et elle avait cette capacité de se faire de nouveaux amis. Elle aimait la vie, les sorties, les amis et adorait danser. Angela était aussi une fille au grand cœur qui aimait se rendre utile et aider les autres. D'ailleurs, elle rêvait d'entreprendre des études de psychologie après le lycée. Le 23 mars 2019, Angela se réveilla un peu frustrée. L'une de ses meilleures amies fêtait son anniversaire et ses parents refusaient de la laisser y aller. Elle avait insisté, même les parents étaient formels. Sa copine n'habitait pas à côté et en plus de cela, elle vivait dans un quartier dangereux et il était hors de question qu'ils prennent le risque de se déplacer là-bas pour aller l'amener ou la récupérer en fin de journée. C'était bien trop dangereux. Ce jour-là, c'était aussi l'anniversaire de José Alberto, l'ex-petite amie de l'une de ses meilleures amies. Il fêtait ses 18 ans. Angela le connaissait depuis 3 ans et au fil du temps, elles étaient devenues amies. Ce matin-là, elle lui envoya donc un message pour lui souhaiter son anniversaire et José Alberto en profita pour l'inviter à fêter cela ensemble. Son parrain, qui était un entrepreneur à succès, avait un petit bateau et pour l'occasion, il avait proposé à son filleul de le mener sur une petite île se situant au cœur du fleuve Caroni. C'est une petite île aménagée spécialement pour y faire la fête. Il y a juste un bar et une piste de danse et on peut y accéder qu'en bateau privé. José Alberto devait rejoindre son parrain dans un club privé et c'est de là qu'il devait partir en bateau en direction de la Terracaya. Angela fut tout de suite séduite par cette proposition, mais elle savait qu'il fallait la jouer fine. Elle devait d'abord obtenir l'autorisation de ses parents. Aussi, elle préféra leur cacher une partie de la vérité.
Elle leur raconta que José Alberto lui avait invité pour son anniversaire. Il devait le fêter dans un très célèbre club privé à Gona, ce qui était bien pratique car c'était près de leur domicile et c'était une zone très sécurisée. Ce club était un lieu de rencontre huppé et fréquenté par des commerçants et des entrepreneurs à succès. Elle leur raconta que l'anniversaire de José devait avoir lieu au bord de la piscine de ce club avec quelques amis et membres de la famille du jeune. Pour la petite info, sachez que seuls les membres et les invités étaient autorisés à rentrer sur le site et la sécurité à l'entrée était très stricte. Elle préféra le cacher le fait qu'en réalité, ils avaient l'intention de se rendre en bateau sur une île pour y faire la fête. Elle savait très bien que si ses parents avaient su la vérité, ils n'auraient jamais accepté. Au départ, les parents d'Angela n'étaient pas très chauds, mais ils lui avaient déjà refusé de se rendre à l'anniversaire de son amie. Ça ne leur faisait pas plaisir de la restreindre ainsi. D'ailleurs, Angela, suite à ce premier refus, les avait un peu boudés. Là, toutes les conditions étaient réunies. Ils connaissaient José Alberto, le club était sécurisé et select, et en plus, ils n'avaient pas beaucoup de route à faire pour la déposer et aller la récupérer. Après y avoir bien réfléchi, ils acceptèrent. Au final, qu'elle se rende à l'anniversaire. Angela était aux anges. Aussi, ce jour-là, à 17h, son père l'accompagna sur le parking du club, mais Angela ne pouvait pas rentrer si elle n'était pas accompagnée d'un membre du club. Aussi, ils attendirent sur le parking qu'un membre de la famille de José Alberto vienne la récupérer. Angela n'avait pas oublié de préciser à José de ne surtout pas parler de bateau devant ses parents. Avant de la laisser partir, son père lui fit les dernières recommandations, pas d'alcool, pas de drogue. Il lui demanda également de garder son téléphone toujours sur elle pour qu'il puisse la joindre à n'importe quel moment. Et bien évidemment, il lui demanda surtout de rester toujours vigilante. Angela, le rassurant, lui fait un bisou et entra dans le club. Il était prévu que la jeune fille reste à la fête d'anniversaire de 17h à 20h, l'heure à laquelle ses parents étaient censés venir la récupérer sur le parking. La soirée avançait et à 19h30, ses parents tentaient de la contacter sur son téléphone afin de la prévenir qu'il n'allait pas tarder à arriver. Mais Angela ne répondit pas. À 20h, ses parents vinrent la chercher. Cela faisait plusieurs fois qu'ils tentaient de la joindre, mais elle ne répondait toujours pas. Ils garèrent alors sur le parking, tentèrent une nouvelle fois de la contacter pour lui dire qu'il attendait. Malheureusement, le téléphone d'Angela sonnait encore dans le vide et est tombé sur la messagerie. Elle ne répondait toujours pas. Au-delà des inquiétudes qui commençaient à se ressentir, les parents étaient assez embêtés car ils savaient qu'ils n'avaient pas la possibilité d'entrer dans le club pour chercher leur fille. Ils étaient donc sur le parking impuissants. Les minutes passaient et Angela restait toujours injoignable. Ils savaient bien que le club était un endroit assez sécurisé, le parking était moins aussi. Et il n'était pas très prudent de stationner si longtemps sur un parking en pleine nuit. Ils risquaient à tout moment de se faire agresser. Ils essayaient de se rassurer en disant que le club était un endroit sûr. Angela était une fille sérieuse. Il devait certainement y avoir une explication à tout cela. Peut-être qu'en dansant, elle avait fait tomber son téléphone et elle avait perdu par prudence. Ils rentraient chez eux tout en continuant de tenter de joindre leur fille. L'analyse des téléphones montrera que ce soir-là, ses parents tentèrent de la joindre 56 fois, mais en vain. Ils étaient extrêmement inquiets et n'arrivaient pas à dormir. Qu'est-ce qui était arrivé à Angela? Pourquoi elle ne répondait pas? Ils n'avaient pas le numéro de José Alberto ni son adresse. Ils n'avaient aucun moyen de joindre Angela ou les personnes censées se trouver avec elle. C'est alors qu'à 2h du matin, le téléphone sonna. C'était la mère de José Alberto et ce qu'elle leur apprit leur glaça le sang. Elle leur raconta que dans la soirée, Angela était tombée d'un bateau et qu'elle avait disparu. Ses parents étaient sous le choc. Elle ne leur avait pas parlé d'un bateau. Elle leur avait dit qu'elle devait simplement fêter un anniversaire au bord d'une piscine. C'est alors que la mère de José Alberto leur apprit que ce soir-là, vers 18h30, Angela, José Alberto et 6 autres personnes étaient montées sur le bateau du parrain de son fils
pour se rendre sur une île située au milieu du fleuve Caroni. Et effectivement, sur son compte Facebook, ce soir-là, à 20h, Angela avait posté une photo d'elle sur un bateau avec un gilet de sauvetage. C'était le choc et l'incrédulité pour les parents de la jeune fille. Elle ne leur avait jamais parlé d'une sortie en bateau. Terrifiés, ils se rendirent chez José Alberto pour tirer les choses au clair. En arrivant là-bas, il fut choqué que toutes les autres personnes présentes ce soir-là étaient tranquillement rentrées chez eux, alors que leur fille était soi-disant tombée d'un bateau et qu'elle était toujours portée disparue. Il demanda alors pourquoi personne ne les avait pas prévenus et surtout pourquoi personne n'avait signalé la disparition d'Angela. Ce à quoi José Alberto répondit qu'il avait bien tenté d'appeler la police pour leur signaler que la jeune fille avait disparu en tombant à l'eau, mais soi-disant la police leur aurait répondu qu'il fallait attendre 72 heures avant de commencer les recherches. Ils avaient donc cherché la jeune fille aidée par quelques fêtards sur place et ne l'avaient pas trouvée. La nuit est tombée et ils avaient été obligés de quitter l'île par sécurité. Ils étaient donc tous remontés dans le bateau pour rentrer chez eux. Lorsque José Roberto était rentré chez lui à 2 heures du matin, ivre, il avait raconté à sa mère ce qui s'était passé. Et lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait pensé à prévenir les parents de la jeune fille, il avait répondu que non. Et c'est là qu'elle avait pris l'initiative de contacter les parents d'Angela. Les parents d'Angela étaient très inquiets, en colère et plutôt sceptiques par rapport aux déclarations de José qui, en plus de ça, était en possession du sac d'Angela, ses vêtements, ainsi que de son téléphone. L'écran était brisé et surtout pourquoi tout le monde était parti comme si rien n'était. Alors qu'il était à présent 4 heures du matin, ils se rendirent au club pour rechercher leur fille, mais celui-ci était fermé. Il décida donc immédiatement de contacter les autorités fluviales pour signaler la disparition d'Angela. Malheureusement, cela faisait plus de 5 heures que la jeune fille avait disparu dans le fleuve. Les parents d'Angela vont se servir des réseaux sociaux pour rassembler un maximum de volontaires ayant un bateau pour aider aux recherches. Comme je vous l'ai dit, au départ, ils avaient encore un petit espoir de la retrouver vivante car la dernière photo qu'elle avait prise et qu'elle avait postée sur son Facebook la montrait avec un gilet de sauvetage. Et selon les différents témoins, elle le portait encore lorsqu'elle avait disparu. D'ailleurs, à ce propos, plusieurs témoins furent entendus, mais ils ne donnaient pas la même version. La plupart diront que ce soir-là, une fois arrivés sur l'île, ils montèrent dans le bateau et partirent immédiatement pour profiter de la fête. Vers 20h, au moment de rentrer, ils n'avaient aucune trace de Angela. Ils avaient donc tenté de la rechercher, mais ils ne l'avaient pas trouvée. Ils étaient alors remontés à bord pour rentrer tranquillement chez eux. D'autres racontaient que de leur côté, Angela était restée sur le bateau pendant qu'ils étaient partis au bar chercher des bières et que lorsqu'ils étaient revenus, la jeune fille n'était plus là. Elle avait disparu. Ils avaient alors tout de suite pensé qu'elle était tombée à l'eau. Ils avaient cherché mais ne l'avaient pas trouvée et ils étaient alors remontés sur le bateau pour rentrer chez eux. La disparition d'Angela devint rapidement sur les réseaux sociaux et suite à l'agitation médiatique, le gouvernement décida alors de contrôler toutes les personnes présentes ce soir-là et le club fut donc fermé le temps des recherches. Les autorités notèrent plusieurs irrégularités, notamment concernant les mouvements des bateaux. En effet, il était interdit de naviguer après 17 heures car cela était bien trop dangereux. Le propriétaire du bateau, le parrain de José Alberto, avait donc navigué illégalement. De plus, il n'avait pas non plus l'autorisation d'accès au club privé car celui-ci était réservé aux membres, mais lui n'en était pas. Les recherches pour retrouver Angela durent encore 2 jours de plus. La famille était désespérée. Le mardi 26 mars à 7 heures du matin, un corps flottant fut repéré avec un gilet de sauvetage noir, y compris immédiatement qu'il s'agissait là d'Angela. Le problème, c'était que le lieu où fut découvert le corps d'Angela était incompatible avec la version donnée par José Alberto. En effet, le corps se trouvait beaucoup plus en amont du fleuve. Et si Angela était tombée du bateau, comme l'avaient indiqué les différentes personnes présentes ce soir-là à cause des courants, son corps aurait dérivé et se serait retrouvé beaucoup plus bas.
Tout laisse donc supposer que le corps de la jeune fille n'était pas tombé à l'eau à l'endroit indiqué. Face à toutes ces incohérences suite à la découverte du corps d'Angela, les différentes personnes présentes sur le bateau ce soir-là furent arrêtées. Les résultats de l'autopsie vont révéler que la jeune fille avait des traces de traumatisme crânien et facial certainement provoquées par un objet contondant. De plus, elle présentait des traces de violence sexuelle. Tout pensait qu'elle avait été abusée sexuellement et battue avant d'être jetée à l'eau où elle serait noyée. La cause de la mort était une asphyxie mécanique par immersion, ce qui sous-entend que la tête de la pauvre Angela avait été maintenue sous l'eau pour être noyée. Juste pour info, sachez que les médecins légistes n'ont pas été en mesure de déterminer si Angela avait pris de la drogue ou de l'alcool ce soir-là. L'affaire était à présent aux mains de la justice car la mort d'Angela n'avait rien d'accidentel, contrairement à ce que certains témoins voulaient laisser croire. Contre toute attente, le lendemain de l'arrestation des suspects, le 28 mars, la procureure Emilia Fernandez fit pratiquer une nouvelle autopsie sans l'accord des parents. Angela aurait absolument pas été battue ni abusée sexuellement. Il n'y avait plus de traces de violence volontaire. Les marques étaient dues au choc contre les rochers et le lendemain, les autorités annoncèrent dans une nouvelle conférence de presse que l'affaire avait finalement été classée comme une mort violente au lieu d'un homicide. L'annonce de la nouvelle scandalisa la famille qui accusa publiquement et sur les réseaux sociaux le procureur d'avoir reçu des pots de vin des familles des accusés pour faire modifier l'analyse. La nouvelle se répandit rapidement comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Un média indépendant reconnu pour son sérieux et ses investigations enquêta sur cette affaire et mit en évidence que les parents des accusés avaient offert 100 000 $ et 3 kilos d'or au procureur et à certains membres de la police scientifique afin qu'ils modifient le rapport de l'enquête. Suite à cela, la procureure Emilia Fernandez fut récusée et cependant, entre-temps, José Alberto avait changé sa version pour qu'elle colle mieux aux résultats de la seconde autopsie. Et voici ce qu'il raconta. Ce soir-là, ils avaient eu des relations intimes avec Angela dans le fleuve. Il n'aurait pas osé en parler car il avait bien trop honte. Tous les deux portaient du gilet de sauvetage et alors qu'ils étaient dans l'eau entre deux bateaux, ils avaient été emportés par les vagues. Lui ne savait pas nager, il aurait paniqué. Il aurait réussi à attraper un poteau, mais Angela a été emportée par les vagues. José Alberto, totalement paniqué, alors vu le flash d'un téléphone, c'était son cousin qui le cherchait car ils avaient prévu de fumer une cigarette ensemble. Il aurait alors appelé à l'aide et son cousin l'aurait aidé à sortir de l'eau. Mais Angela, entre-temps, avait disparu. Il était 20h30 et tout le monde s'était mis à la chercher. La pauvre Angela, il n'était pas trop inquiet car elle avait son gilet, mais la jeune fille restait introuvable. Le niveau de l'eau commença à monter. Du coup, ils avaient été obligés de quitter l'île car cela devenait trop dangereux. C'est ainsi que se termina la nouvelle version de Alberto. Mais la famille d'Angela ne croyait pas une seule seconde à cette version. De toute évidence, ils ne pouvaient pas malheureusement s'en remettre à la justice et ils commencèrent alors à livrer une véritable bataille par le biais des réseaux sociaux pour obtenir justice pour leur fille. Nathalie, la sœur d'Angela qui était aussi sa confidente, dira que sa sœur n'avait aucune relation sentimentale avec José. D'ailleurs, depuis quelque temps, ils se voyaient moins souvent car justement le jeune homme lui avait proposé d'avoir des relations intimes, mais elle avait décliné. Elle le considérait comme un ami et n'était absolument pas intéressée ni attirée par lui, d'autant plus que selon sa sœur, elle venait tout juste de se séparer de son petit ami qui était d'une jalousie maladive et elle n'avait pas, selon elle, envie tout de suite de se lancer dans une nouvelle relation. De plus, sa sœur Nathalie dira qu'un an auparavant, lors d'une après-midi entre amis au bord de la piscine, Angela avait été jetée tout habillée dans l'eau. Elle avait alors demandé à José Alberto de l'accompagner pour se changer
et le jeune homme à ce moment-là avait insisté pour coucher avec elle. Elle avait refusé et depuis les choses n'étaient plus vraiment pareilles entre eux. Une véritable guerre médiatique s'engagea entre la famille d'Angela et la famille des accusés. Des rumeurs toutes plus folles les unes que les autres commencèrent à courir. Certains pensaient même que la jeune fille avait été abusée par tous les hommes présents ce soir-là sur le bateau. Chacun se demandait ce qui aurait pu arriver à la pauvre Angela cette tragique nuit. Le mois suivant la disparition de la jeune fille, la famille diffusa une note audio. On pouvait entendre Angela pleurer et dire que José Alberto avait abusé d'elle. C'était un message que la pauvre jeune fille avait envoyé à l'une de ses meilleures amies juste avant de disparaître. Mais le parrain de José Alberto accusant Nathalie, sa sœur, d'en être l'auteur. Selon lui, la famille invente de fausses preuves pour incriminer son filleul alors que c'était qu'un malheureux et tragique accident. Bien évidemment, pour se défendre, les parents affirmèrent que cette note était authentique et qu'ils étaient encore en mesure de reconnaître la voix de leur fille. Par après, la police ne fit aucune déclaration concernant cet duo. De leur côté, les familles des accusés, pour défendre leur fils, vont commencer à lancer de fausses rumeurs concernant Angela. Ce n'était pas une fille bien, elle avait menti à ses parents pour se rendre à la fête. C'était une fille facile. Le 13 avril 2019, la Cour suprême ordonna que celle-ci soit récupérée par le tribunal de Caracas afin d'éviter toute irrégularité durant le procès. À la suite de cette annonce, des centaines de personnes descendirent dans les rues pour réclamer une nouvelle fois justice pour Angela. Le 19 juillet 2019 s'ouvrit l'audience préliminaire des 7 accusés. À l'issue de celle-ci, ils furent envoyés en détention préventive. José Alberto, quant à lui, fut accusé des faits aggravés ainsi que d'abus sexuels et les 6 autres accusés furent accusés d'avoir caché le crime et de n'avoir pas aidé Angela. De ce fait, ils étaient considérés comme complices de féminicide. La famille d'Angela a dû attendre 2 longues années pour que le procès s'ouvre. Alors, sur le déroulement du procès, je ne peux pas trop vous dire comment les choses sont passées, car les débats sont restés privés et rien n'a fuité dans la presse. L'affaire était certainement trop explosive. Le tribunal jugera que José Alberto avait bel et bien assassiné la pauvre Angela et abusé d'elle, avant de la jeter dans la rivière. Son parrain fut reconnu coupable de complicité et il fut donc reconnu coupable du même crime. Tous les deux furent condamnés à 29 ans de prison. Concernant les 5 autres, tous furent acquittés et ce qui scandalisa la famille. Le dossier fut ensuite renvoyé devant la cour d'appel. Le but, c'est de faire reconnaître la culpabilité des 5 acquittés. Malheureusement pour la famille, le verdict fut confirmé. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.